Je suis bon dans une chose, le business. Et ces 23 dernières années, j'ai construit, accompagné ou redressé plus d'entreprises que je ne peux en compter. L'une de mes entreprises fait plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires avec un profit de plus de 5 millions d'euros. J'ai construit un patrimoine de plus de 50 millions d'euros en partant de zéro. Aujourd'hui, je vais te résumer 23 ans d'expérience compressés en quelques minutes. On va voir comment démarrer sans argent, trouver ton client idéal et poser les fondations. Comment gagner en mettant sa peau sur la table. Comment apprendre à perdre pour enfin passer au niveau supérieur. Comment t'entourer, recruter, installer des systèmes et trouver un mentor. Comment vendre, marketer, construire une marque et créer une boîte qui peut se vendre. Donc tout d'abord, voyons comment démarrer un business sans argent. Le vrai point de départ, c'est la passion, pas l'idée. Si tu dois retenir une chose, tu ne démarres pas un business avec une idée. Tu démarres un business avec une obsession. Les gens pensent que la clé, c'est d'avoir la bonne idée. Mais la vérité, c'est que toutes les idées sont médiocres au début. La différence, ce n'est pas l'idée. La différence, c'est l'énergie que tu es prêt à y mettre. Une passion te donne de l'énergie. Une idée te donne juste un concept. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être original. Ça, c'est l'un des plus grands mensonges qu'on t'a vendu. On croit qu'il faut inventer un truc jamais vu. Non! Il suffit de prendre quelque chose qui marche et de l'exécuter mieux que 99% des gens. Tu n'as pas besoin d'être le premier. Tu dois être le plus constant, le plus clair et le plus obsédé. Je te donne un exemple concret. Quand j'ai commencé, tout le monde me disait « le coaching, c'est saturé. Il y en a trop, tu n'y arriveras jamais. » Mais j'avais une obsession pour un truc. Comprendre comment aider les gens à changer durablement. Pas juste les motiver 2 minutes. Je parlais coaching, je lisais coaching, je pensais coaching, et ça, personne ne pouvait me le prendre. Et pourquoi c'était tellement important pour moi? Parce que j'avais très peu de liberté quand j'étais enfant. Mon père était quelqu'un de violent, je me sentais contrôlé constamment, et pour moi, l'entrepreneuriat était la voie de la liberté. Et donc cette quête de liberté s'était transformée en prison, en stress. Et parfois, j'étais même angoissé de comment je vais pouvoir payer mes propres factures demain. Je pensais qu'il fallait juste de la persévérance, de la motivation, mais j'ai vite compris que seul dans son coin, j'allais aller nulle part. Et ce que j'ai découvert très vite, c'est que tout seul, c'est quasi impossible de découvrir ses propres goulots d'étranglement. En fait, j'avais atteint un plafond de verre, mais je m'en rendais même pas compte. Et c'est en faisant appel à des coachs, à des mentors, rejoindre des masterminds, que j'ai pu en gros libérer mon plein potentiel. Et c'est là que j'ai commencé à toucher la liberté que j'imaginais. Et donc aujourd'hui, je me sens un petit peu redevable d'aider les autres entrepreneurs chez Entreprise comme on m'a aidé il y a quelques années. Donc accompagner des entrepreneurs et chefs d'entreprise, ce n'est pas l'idée la plus originale du monde. Je n'ai pas inventé le coaching ou le mentorat. Je l'ai juste exécuté avec une obsession que les autres n'avaient pas. Résultat, ce n'est pas une idée qui a fait la différence. C'est la passion qui m'a donné l'endurance quand c'était dur, quand personne ne croyait en moi, quand je ne gagnais rien et quand j'aurais pu abandonner 100 fois. Et c'est ça le message. Si tu démarres par l'idée, tu vas abandonner. Si tu démarres par la passion, tu vas tenir. Et dans ce jeu, le plus important, ce n'est pas de commencer vite, c'est de tenir assez longtemps pour finir par gagner. Ensuite, il est vital de trouver son client idéal. La deuxième erreur que 95% des entrepreneurs font, c'est simple. Ils vendent avant de savoir à qui ils vendent. Ils créent une offre, un site, un logo, un produit, et seulement après, ils se demandent « je vends ça à qui au passage ?» Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Ton entreprise avance à la vitesse de la clarté que tu as sur ton client idéal. Si tu parles à tout le monde, tu n'intéresses personne. Mais si tu parles à une seule personne avec une précision chirurgicale, tu deviens irrésistible. Ton client idéal détermine absolument tout. Ton prix, ton message, ton marketing, ton offre et même ton positionnement. Quand tu choisis ton client idéal, tu choisis le jeu que tu joues et tu choisis aussi le niveau de difficulté. Je prends un exemple concret. Steve Jobs. Quand Apple a commencé, Steve Jobs ne visait pas tout le monde. Il visait un type de client très spécifique. Quelqu'un qui valorise le design, prêt à acheter plus cher, quelqu'un qui veut être différent, qui se sent parfois même comme un rebelle, quelqu'un qui se définit par ce qu'il crée. Apple ne parlait pas aux gens qui voulaient un ordinateur. Il parlait aux créatifs, aux artistes, aux designers, aux entrepreneurs, à ceux qui veulent exprimer quelque chose. Et voilà le point que presque personne ne comprend. Ce n'est pas Apple qui a trouvé ce client. C'est Apple qui est devenu
obsédé par ce client. Jobs disait « Notre job, c'est de comprendre nos clients mieux qu'ils se comprennent eux-mêmes. » Il était littéralement amoureux de ce client. Il connaissait ses frustrations, ses rêves, ses exigences. Résultat, Apple a pu vendre plus cher, avec moins de fonctionnalités, à des clients infiniment plus loyaux. Tout ça grâce à une seule décision. Choisir une personne et l'aimer assez pour créer pour elle. Un chiffre simple. Les entreprises qui définissent clairement leur client idéal augmentent leur conversion de 30 à 50% sans changer l'offre. Cela juste en changeant à qui elles parlent. Pour passer à l'action, réponds à ces 3 questions. Numéro 1, qui est-ce que tu veux absolument éviter? Numéro 2, qui est-ce que tu veux absolument attirer? Et surtout, de quel client peux-tu tomber amoureux? Celui dont tu connais le problème, la douleur, le langage, au point de pouvoir parler mieux que lui de ce qu'il vit. Si tu n'es pas capable de décrire ton client idéal en 3 phrases et d'expliquer son problème mieux que lui, tu n'as pas encore un business, tu as juste une intention. Maintenant qu'on sait pour qui construire, on peut voir avec qui tu dois avancer. Il y a une phrase que j'ai apprise par l'un de mes mentors. Si tu es le plus intelligent dans la pièce, tu es dans la mauvaise pièce. Le plus grand piège des entrepreneurs, c'est de vouloir tout faire seul. Tout décider, tout valider, tout contrôler. Donc au début, c'est normal, tu es obligé. Mais si tu continues comme ça, tu deviens le goulot d'étranglement de ta propre entreprise. Ton job, ce n'est pas d'être le meilleur partout. Ton job, c'est de t'entourer des personnes qui sont meilleures que toi quelque part. Elles doivent être assez bonnes pour te challenger, assez fortes pour t'alléger, assez compétentes pour faire mieux que toi sur des zones spécifiques. Et ça demande 2 choses, de la clarté et de l'humilité. La clarté parce que tu dois savoir exactement où tu es mauvais. Ça, très peu d'entrepreneurs osent l'admettre. Et l'humilité parce que tu dois accepter que quelqu'un fasse mieux que toi. Et possiblement plus vite que toi. Donc prenons un exemple concret. Jeff Bezos n'a jamais essayé d'être le meilleur en technologie, ni le meilleur en logistique, ni le meilleur en finance. Mais il savait recruter les meilleurs dans chaque domaine, souvent meilleurs que lui. Il disait « Je veux embaucher des gens qui m'effraient un peu ». Résultat, Amazon ne reposait pas sur son génie, mais sur des dizaines de génies qui travaillaient ensemble. C'est ça s'entourer. Pas de loyauté aveugle, pas d'ego, juste la bonne personne à la bonne place pour le bon objectif. La règle d'or, c'est si tu veux aller plus vite, va seul. Si tu veux aller plus loin, va avec quelqu'un de meilleur que toi. Donc là, je vais t'inviter à écrire 3 choses. Numéro 1, dans quoi tu es excellent? Et bien sûr, ça tu gardes. Numéro 2, dans quoi tu es bon, mais pas excellent? Ça, c'est la partie à déléguer rapidement. Et numéro 3, dans quoi tu es mauvais? À déléguer immédiatement. Ton business ne grandit pas à la hauteur de ton talent. Il grandit à la hauteur des talents que tu mets autour de toi. La plupart des entrepreneurs échouent avant même de commencer. Pas parce qu'ils manquent d'idées, mais parce qu'ils restent coincés dans leur tête. Ils réfléchissent trop, ils planifient trop, ils veulent que tout soit parfait avant d'avancer. La vérité, c'est que ton business ne se construit pas dans ton cerveau, il se construit dans l'action. Et au début, tu n'as besoin que d'une seule chose, une exécution simple, immédiate, imparfaite. Pas un site, pas un logo, pas un business plan de 48 pages, juste une action qui te met dans le marché. L'erreur, c'est de croire qu'il te faut la version finale. Non, il te faut la première version, même s'il manque tout. Je prends un exemple simple, le podcast. C'est l'exécution parfaite. Tu prends un micro, tu appelles quelqu'un, tu appuies sur « Enregistrer » et tu publies. Aucun coût, no tech, no friction, juste toi, tes idées et un vrai public. C'est exactement comme ça que des dizaines de créateurs, entrepreneurs et experts ont construit leur autorité, leur réseau et même parfois leur business. Pas en attendant d'être prêt, en avançant avant d'être prêt. Donc la règle, la première version doit être tellement simple que tu peux la lancer aujourd'hui, pas demain. Donc choisis une exécution simple parmi lancer un podcast, publier un post, appeler 10 clients potentiels, proposer un service en un message, créer une landing page et tester ton produit ou service, crée un prototype basique et fais-le dans les 24 prochaines heures. Tu ne peux pas corriger quelque chose qui n'existe pas. Donc crée la première version now, maintenant.
L'un des plus grands pièges au démarrage, c'est de croire que tu dois absolument connaître ton modèle de revenu dès le début. Et c'est faux. Le business model, ce n'est pas quelque chose que tu choisis. C'est quelque chose que tu découvres en avançant. Au début, ton job n'est pas de trouver le modèle parfait. Ton job, c'est de tester plusieurs chemins et de voir lequel crée le plus de traction le plus vite. Tu ne sais pas encore comment ton client veut payer. Tu ne sais pas encore ce qu'il valorise le plus. Tu ne sais pas encore où est la marge la plus forte. Et c'est normal. Je prends un exemple concret que tout le monde connaît, Airbnb. Au début, Airbnb ne savait même pas comment monétiser. Ils ont testé la location à la nuit, à la semaine, des services inclus, l'ajout de frais Airbnb, les expériences et même vendre des céréales. C'est véridique au passage. La réalité, ils n'ont pas trouvé leur business model. C'est leur business model qui les a trouvés. Simplement parce qu'ils ont testé plus vite que les autres. Quand ils ont vu ce qui fonctionnait, ils ont doublé dessus, puis triplé, puis standardisé. C'est exactement comme ça que les boîtes deviennent massives. Pas avec une idée parfaite, mais avec un processus d'expérimentation rapide. La règle, au début, tu dois tester 3 choses. Numéro 1, différents prix. Numéro 2, différents formats. Numéro 3, différents canaux. Parce que le business n'est pas une question de logique, c'est une question de retour du marché. Voici une action que tu peux prendre maintenant. Pendant les 30 prochains jours, force-toi à tester au moins 3 façons différentes de vendre la même chose. Ça peut être une version premium, une version simple, une version récurrente. Tu vas être surpris. Ce n'est presque jamais la version que tu préfères qui rapporte le plus. Maintenant que tu sais démarrer sans argent, que tu sais à qui tu parles, avec qui avancer et pourquoi tu fais tout ça, tu peux enfin passer à la vraie question. Comment gagner dans ce jeu? Voyons à présent le point numéro 2. Comment gagner avec ton état d'esprit? Si tu veux gagner en business, tu dois comprendre un principe que presque personne n'accepte. Les résultats arrivent toujours après les efforts, jamais pendant. La majorité des entrepreneurs veulent des ventes immédiates, des clients immédiats, du succès immédiat. Ils donnent un peu et ils veulent recevoir tout de suite. Mais le business, c'est l'inverse. Tu donnes beaucoup et tu reçois plus tard. Plus tard que prévu. Plus tard que ce que tu trouves normal. Et parfois plus tard que ce que ton ego peut supporter. La règle, sous-promettre, sur-délivrer. Toujours. Si tu fais juste ce qui est prévu, tu es oublié. Si tu fais un peu plus que prévu, tu es recommandé. Si tu fais beaucoup plus que prévu, tu deviens inoubliable. C'est ce que j'appelle la gratification différée. Tu fais le travail maintenant, tu récoltes plus tard. Et plus tu acceptes ce décalage, plus tu deviens dangereux dans ce jeu. Je te donne un exemple concret. MrBeast. Quand MrBeast a commencé YouTube, il a passé 6 ans à créer du contenu. Sans argent, sans audience, sans reconnaissance. Pendant que tout le monde voulait des résultats rapides, lui, il voulait devenir meilleur. Il voulait comprendre cette plateforme mieux que personne. Il a surdélivré pendant des années, alors que personne ne regardait. Aujourd'hui, il a construit l'un des empires les plus puissants du web, parce qu'il a accepté d'être ignoré pendant plus longtemps que les autres. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Tu ne gagnes pas quand tu fais quelque chose une fois. Tu gagnes quand tu le fais assez longtemps pour que les autres lâchent. La gratification différée, c'est le super pouvoir des entrepreneurs qui durent. Ceux qui acceptent d'être en retard aujourd'hui pour être en avance demain. Donc maintenant, choisis une chose dans ton business où tu décides aujourd'hui de donner plus que ce qu'un client attend, sans demander quoi que ce soit en retour. Fais-le une semaine, puis 1 mois, puis 6 mois. Tu vas voir, ce que tu construis dans le silence explose toujours en public. La plupart des entreprises ne manquent pas de stratégie. Elles manquent de culture. Et je vais te dire une vérité que personne ne t'a jamais dite. Ta culture, c'est ton avantage le plus sous-estimé. La culture, ce n'est pas des valeurs affichées sur un mur. Ce n'est pas des phrases inspirantes dans un document interne. La culture, c'est comment vous prenez vos décisions en interne quand personne ne regarde. C'est ce que vous tolérez, c'est ce que vous refusez, c'est ce que vous répétez chaque jour. La règle, tu dois pouvoir décrire en une phrase ce que tu fais et pourquoi ton entreprise existe. Parce que si toi, tu n'es pas clair, tes collaborateurs ne le seront pas, tes clients ne le seront pas et le marché encore moins. Les entreprises qui explosent ont toujours une culture simple, compréhensible et totalement assumée. Un exemple concret chez nous, chez Max Piccinini,
On a une seule obsession, le client. C'est tellement ancré dans la culture que toutes les décisions, même les plus petites, sont filtrées par une seule question. Qu'est-ce qui est mieux pour le client? On se pose constamment la question. Comment peut-on permettre à nos clients d'obtenir de meilleurs résultats le plus rapidement possible? C'est ça une culture. Un critère unique, une boussole mentale, un système de décision. C'est ce qui permet d'aller plus vite sans être dans le chaos. Pourquoi la culture fait gagner? Parce qu'une culture forte attire les meilleures personnes, repousse les mauvaises, crée un message clair, augmente la valeur perçue et surtout simplifie toutes les décisions et aligne tout le monde sur un même but. C'est littéralement le carburant de ta croissance. Chez Max Piccinini, notre mission est d'aider les chefs d'entreprise à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Donc écris ta phrase. Pas deux, pas 10, une seule. Voici ce que nous faisons et voici pourquoi ça compte. Quand cette phrase est claire, tout devient plus simple. Le recrutement, le marketing, la communication, la prise de décision, tout. Maintenant, si tu veux vraiment gagner en business, tu dois accepter quelque chose que 99% des gens refusent. Ce que j'appelle jouer ta peau. Pas jouer un peu, pas jouer en théorie, pas jouer quand c'est confortable. Non, mettre ta peau en jeu. Assumer un risque réel, un risque qui te force à avancer, qui te fait sortir de la médiocrité. Parce que quand tu joues ta peau, tu réfléchis mieux, tu exécutes plus vite, tu deviens beaucoup plus dangereux. Tu l'as déjà vu autour de toi. Les gens qui réussissent vraiment sont ceux qui font le pas que les autres ne font pas. Celui qui ose quitter un job sécurisant pour lancer son activité. Celui qui met son travail en public et accepte la critique. Celui qui investit dans une compétence alors qu'il n'a pas encore les moyens. Celui qui s'engage sur un objectif avant d'avoir toutes les réponses. Dans chaque cas, ce n'est pas le talent qui fait la différence. C'est le courage de se mettre en position d'avancer, même quand c'est inconfortable. Et c'est toujours ce petit risque assumé qui crée les grandes avancées. Par exemple, quand j'ai démarré ma carrière de coach et mentor, j'ai pris le risque d'arrêter mon premier business qui générait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui permettait de générer un demi-million d'euros de revenus sans faire grand-chose. Personne n'a compris, tout le monde m'a critiqué. Je savais que c'était la bonne chose à faire. Je sentais que je devais le faire. J'étais appelé à aider les entrepreneurs et chefs d'entreprise à réussir. Et dans la vie, si tu veux accomplir de grandes choses, tu dois en général risquer de grandes choses. La vérité que personne ne veut entendre. On ne construit pas un business solide avec des intentions tièdes. On le construit quand on a quelque chose à perdre. Même un petit quelque chose. Donc note cette question. Quel est le risque raisonnable que je repousse depuis trop longtemps et qui pourrait changer ma trajectoire si je l'assumais maintenant? Choisis-en un petit mais réel, et engage-toi dessus cette semaine. Parce que dans ce jeu, ce n'est pas celui qui réfléchit le mieux qui gagne, c'est celui qui accepte de jouer sa peau au bon endroit. Maintenant, pour vraiment gagner dans ce jeu, il y a quelque chose que tu dois accepter. Tu vas perdre. Et c'est souvent là que tout se joue. Tu sais, on ne t'a jamais appris à échouer. À l'école, l'échec est une humiliation. On te montre que si tu as une mauvaise note, c'est que tu n'es pas assez bon. Mais en business, c'est l'inverse. L'échec est obligatoire. L'échec est normal. L'échec, en fait, est même utile. Si tu n'échoues pas, tu n'avances pas. Tu restes dans ta zone connue, de confort. Tu ne prends aucun risque. Tu joues petit. Le business n'est pas un examen, c'est un laboratoire. La réalité, c'est ça. Les entrepreneurs qui gagnent échouent plus que les autres. Ils échouent plus vite, plus souvent et avec beaucoup moins d'émotion. Ils ne prennent pas l'échec personnellement. Ils le prennent comme une donnée, un feedback, une information pour s'ajuster. Pendant que tout le monde dramatise, eux, ils corrigent. Pendant que tout le monde doute, eux, avancent. Par exemple, avant Facebook, Mark Zuckerberg avait déjà lancé des projets et plusieurs se sont révélés être des échecs cuisants ou des impasses. Par exemple, il a créé ZuckNet, une messagerie interne pour sa famille. Personne n'en veut. Il crée Wirehog, un système de partage de fichiers. Le projet explose en vol. Il lance FaceMash, une plateforme pour comparer les photos d'étudiants. Elle fait scandale et est rapidement fermée par Harvard. 3 essais, 3 échecs, 3 claques. Et qu'est-ce qu'il fait? Il recommence encore et encore. Et c'est précisément cette capacité à tester, à se tromper, à comprendre ce qui ne marche pas, qui lui permet quelques mois plus tard
de créer Facebook, le projet qui va changer le monde. Zuckerberg n'a jamais eu peur d'échouer. Il avait peur de ne pas avancer. Et c'est ça la différence. La mentalité, j'apprends plus vite que je ne m'attache. Moins tu t'attaches à tes idées, plus tu réussis vite. Donc écris maintenant. Quel est l'échec que j'essaye d'éviter? Et qu'est-ce qu'il m'apprendrait si j'acceptais de l'affronter maintenant? Parce que si tu veux gagner vite, tu dois être prêt à perdre souvent. Maintenant que tu sais comment démarrer, comment gagner en acceptant de jouer ta peau et en apprenant des échecs, tu peux enfin passer à l'étape suivante. Mettre en place des systèmes et automatiser. Les systèmes créent la liberté. La plupart des entrepreneurs veulent plus de liberté, plus de temps, moins de stress, plus de prévisibilité, mais ils construisent leur entreprise exactement comme on construit une prison. Tout dépend d'eux. Ils pensent que pour avancer, il faut travailler plus. Ils pensent que pour scaler, croître, il faut faire plus. Ils pensent que pour gagner plus, il faut s'épuiser plus. Mais c'est faux. Le travail te donne du chiffre. Les systèmes te donnent de la liberté. La vérité, elle est simple. Tu n'es pas payé pour exécuter. Tu es payé pour structurer. Un business sans système est condamné à tourner en rond. Plus ça grandit, plus ça devient chaotique. Plus tu gagnes, plus tu souffres. C'est le piège classique du « je fais tout moi-même ». Et voilà la révélation. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts. Tu as besoin de plus de structure. Donc, je te donne un exemple simple. Imagine une équipe sans process. Pas de priorité, pas de rituel, pas de tableau de bord, pas de responsabilité claire. Résultat, tout le monde revient vers toi. Tu deviens le GPS humain, le centre nerveux, le pompier. Ça ne grandit pas, ça s'étouffe. Mais dès que tu poses une réunion hebdo, un tableau de bord simple, une responsabilité par personne, une checklist pour les tâches récurrentes, un process qui explique pas à pas comment exécuter les tâches, le chaos disparaît. La vitesse augmente, la qualité augmente, la clarté augmente et toi, tu respires. La règle, si quelque chose se répète, il doit exister un système. Pas dans 3 mois, maintenant. Identifie 3 tâches que tu répètes chaque semaine. Choisis-en une, documente-la en 5 étapes maximum. Délègue-la ou automatise-la dans les 7 jours. C'est comme ça que tu arrêtes d'être le goulot, que tu redeviens un stratège. Donc, je donne un exemple. Mon tout premier séminaire qui s'est fait en décembre 2013 à Aix-en-Provence, il y avait 54 personnes dans la salle. Il y avait 0 système. Ça a très bien fonctionné sur le contenu, mais bon, l'accueil a été fait un peu à l'arrache. On avait dû démarrer en retard parce qu'il y avait trop de monde que prévu. Donc, je suis arrivé dans l'accueil, on me dit, vous savez quoi, je vous fais confiance, j'espère que vous avez payé. Entrez dans la salle. Littéralement, c'est ce que j'ai fait. Et donc, de là, je me suis dit, OK, il faut qu'on se structure, il faut qu'on mette des process. Et à chaque séminaire, au fur et à mesure des années, on a amélioré le process. Maintenant, sur notre dernier séminaire, on a eu plus de 3500 chez Entreprises et Entrepreneurs. Je vous garantis, il n'y a pas un détail qui a été oublié. Il y a des process de partout, c'est millimétré, c'est une organisation professionnelle. À présent, il faut automatiser ce qui est répétitif. Une fois que tu as des systèmes, la deuxième étape, c'est d'automatiser. Et attention, automatiser, ce n'est pas mettre des robots partout. Automatiser, c'est supprimer les actions humaines inutiles pour garder l'humain là où il est vraiment précieux. La vérité, c'est que 40 à 60% de ce que tu fais chaque semaine ne devrait pas être fait par toi. Ça devrait être automatisé. Le problème, il est là. Les entrepreneurs pensent que l'automatisation est compliquée. Elle ne l'est pas. Ce qui est compliqué, c'est de continuer à faire manuellement des choses que tu pourrais automatiser en 20 minutes. Tu te fatigues, tu t'énerves, tu te disperses, tu perds du temps. Une automatisation ne se fatigue jamais, ne procrastine jamais, ne stresse jamais, ne fait jamais d'erreurs émotionnelles. Elle exécute toujours parfaitement sans bruit. Je te donne un exemple simple. Tu envoies le même email toutes les semaines, tu peux automatiser. Tu fais des factures à la main, tu peux automatiser. Tu rappelles les clients manuellement, tu peux automatiser. Tu fais des suivis, des rappels, des relances, tu peux automatiser. Et chaque automatisation récupère des heures, des jours, parfois des semaines entières. La règle, si une tâche te prend plus de 10 minutes et qu'elle revient chaque semaine, elle doit être automatisée. Pas demain, now, maintenant. Donc, écris une liste de 10 tâches répétitives. Entoure celles que tu détestes le plus. Automatisant une cette semaine. Une seule. Tu vas sentir la différence immédiatement. Tu vas comprendre pourquoi ce pilier te donne plus de liberté que n'importe quel chiffre d'affaires. À présent, il faut éviter la dépendance au marché local. La plupart des entrepreneurs plafonnent parce qu'ils sont enfermés dans leur marché local. Ils vendent aux mêmes personnes au même endroit.
avec les mêmes limites. Résultat, quand le marché local ralentit, leur business s'arrête. Quand il s'effondre, ils tombent avec. C'est le risque le plus sous-estimé dans le business. La vérité, aujourd'hui, tu peux vendre partout. En France, en Europe, dans le monde. Et cela sans bouger, sans augmenter le travail, juste en changeant ton horizon. Ton marché local, il est petit. Le marché global, il est gigantesque. Je donne un exemple simple. Un coach local peut vendre en visio. Un commerce peut vendre en ligne. Une PME peut proposer une offre digitalisée. Un consultant peut vendre hors de sa région. Tu n'as pas besoin d'être plus grand. La règle, ton entreprise doit pouvoir vivre même si ton marché local meurt. Note cette question. Comment vendre la même chose à quelqu'un qui n'habite pas dans ma ville? Si tu trouves une réponse, ton entreprise change d'échelle. Tu peux avoir un bon produit, une bonne stratégie, de bons systèmes. Mais si tu n'attires pas les bonnes personnes, tu resteras bloqué. Les talents sont le multiplicateur que 99% des entrepreneurs ignorent. Alors maintenant, parlons du plus gros levier de croissance, les gens autour de toi. Point numéro 4. Attirer, recruter et garder les bonnes personnes. Tu peux avoir le meilleur produit, la meilleure vision, les meilleurs systèmes. Si tu n'as pas les bonnes personnes, tu vas pousser ton business à la force des bras. Les A-players, ce sont eux qui créent la vitesse, qui pensent, exécutent, anticipent et te font gagner des années. Les C-players, eux, te font en perdre autant. Un A-player, ça se reconnaît vite. Il parle en solution, pas en excuses. Il avance sans qu'on le pousse. Il prend des responsabilités naturellement. Il te challenge dans le bon sens. Tu n'as pas besoin de le motiver, juste de lui donner une direction. La vérité simple, un A-player rapporte. Un B-player t'aide mais te fait stagner. Un C-player coûte. La vraie question n'est pas combien un A-player coûte. La vraie question est combien ça va me coûter de ne pas l'avoir. Classe ton équipe et tes candidats. A égale accélère. B égale stabilise. C égale ralentit. Garde les A. Sépare-toi des B et C. Ton niveau, c'est le niveau de ton équipe. Donc maintenant, comment attirer? Poster, parler, manifester. Si tu veux attirer des A-players, tu dois comprendre une chose. Les talents ne se chassent pas, ils s'attirent. C'est bien sûr important de faire des annonces, des entretiens, chercher pendant des mois. Mais si ton message n'est pas clair, si ta vision n'est pas visible, si ton énergie n'est pas communicative, les bonnes personnes ne te verront jamais. Tout part de là. Exprimer publiquement qui tu es, ce que tu construis et avec qui tu veux avancer. La règle, ce que tu veux attirer, tu dois le manifester. Parler de ta vision, parler de tes standards, parler de ton ambition, parler du type de personne que tu veux dans ton équipe. Tu dois oser le dire à voix haute. Les talents ne sont pas dans ton voisinage, ils sont en train de te regarder. Mais ils n'ont aucune idée que tu existes. Je te donne un exemple simple. Quand tu postes régulièrement ta vision, tu attires ceux qui la partagent. Tu parles de tes standards, tu vas attirer ceux qui veulent progresser. Tu montres ton niveau d'exigence, tu vas fuir les médiocres et tu vas attirer les ambitieux. C'est un filtre naturel parce que les A-players cherchent un leader clair. Ils cherchent une mission. Ils cherchent un endroit où ils peuvent se dépasser. Si tu ne parles jamais, ils te trouveront jamais. Et ils travailleront chez tes concurrents. Voici ce que je vais t'inviter à faire. Dans les 40 prochaines heures, écris un post simple, direct, où tu expliques 1. Ce que ton entreprise veut accomplir. 2. Ce que tu attends des gens qui t'entourent. Et 3. Le type de talent que tu veux attirer. Une simple publication peut changer la qualité des personnes qui arrivent dans ton business. Maintenant, comment fidéliser un A-player? Recruter un A-player, c'est difficile. Le garder, c'est encore plus difficile. Parce qu'un A-player a 3 caractéristiques. Il évolue vite, il veut grandir et il cherche du sens. Si tu ne lui donnes pas ces 3 choses, il va partir. Et il ne va pas te prévenir longtemps à l'avance. Un A-player ne quitte jamais une entreprise. Il quitte un leader flou, un environnement qui stagne, un rôle qui ne challenge plus. La règle, les A-players restent là où ils peuvent gagner. Pas financièrement, intellectuellement, stratégiquement. Ils veulent un leader qui les tire vers le haut, pas un leader qui les freine. Ils veulent de la liberté, pas du micromanagement. Ils veulent de la responsabilité, pas des tâches. Ils veulent un objectif clair, pas un business qui improvise chaque semaine. Comment fidéliser un A-player? Très simple. Numéro 1, donne-lui un terrain de jeu clair. Un A-player performe quand il sait exactement ce qu'il doit accomplir et quand il a la liberté d'y arriver à sa manière. Numéro 2, challenge-le régulièrement.
S'il n'évolue pas, il s'ennuie. Et un A-player qui s'ennuie, s'en va. Numéro 3, fais-le progresser. Formation, lecture, feedback, mentorat interne. Un A-player reste là où il devient meilleur. Numéro 4, reconnais la performance. Pas avec des compliments vides, avec des responsabilités réelles, avec de la confiance. Numéro 5, donne du sens. Un A-player ne travaille pas pour une entreprise, il travaille pour une mission. Donc demande à ton meilleur élément, qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui pour être encore meilleur? Cette question seule peut transformer la trajectoire de ton équipe. Tu peux exécuter fort, t'entourer de talents, poser des systèmes, mais si tu veux vraiment gagner 10 ans, tu as besoin d'un mentor. Pas pour faire à ta place, mais pour t'éviter les erreurs qui coûtent une fortune. Ce qui nous mène au point 5, trouver un mentor. Le raccourci ultime. Cela est sûrement le plus grand secret qui m'a permis de passer de 0 à créer un succès qui dépasse l'imagination de la plupart des gens. Un mentor, ça change tout. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne des conseils. C'est quelqu'un qui te donne de la lucidité. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les pièges avant que tu y tombes. Il a déjà fait ce que toi, tu essaies encore de comprendre. Un bon mentor peut te faire économiser des années, des centaines d'erreurs, des centaines de milliers d'euros et parfois un burn-out. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé le prix. Tu profites de son expérience sans vivre sa douleur. La vérité, un mentor ne te fait pas avancer plus vite. Un mentor t'empêche surtout de perdre du temps. C'est cette économie de temps qui devient extrêmement rentable. Tu sais, quand j'ai commencé, j'avais un avantage énorme. J'ai investi très tôt dans les mentors. J'ai payé pour apprendre au lieu d'apprendre dans la douleur. Dans ma carrière, j'ai investi plus de 1,3 million d'euros en coach, en mastermind, en mentor. 1,3 million d'euros. La plupart trouvent ça insensé, mais pour moi, ça a été l'investissement le plus rentable de ma vie. Cet argent m'a permis de gagner du temps, d'éviter les erreurs fatales, d'avoir des stratégies concrètes et d'accélérer beaucoup plus vite que les autres. Résultat, cet investissement a fait un x42. Et aujourd'hui, j'ai une fortune de plus de 50 millions d'euros. Ça, ce n'est pas de la chance. C'est un raccourci payé au bon moment. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens pensent que le mentorat est un coût. La vérité, c'est que ne pas avoir de mentor coûte beaucoup plus cher. Un mentor, c'est un miroir. Pas un ami, pas un cheerleader. Quelqu'un qui te dit la vérité, même quand elle fait mal, et qui te montre ce que tu ne peux pas voir et ce que tu ne veux pas voir. C'est le seul moyen de rattraper 10 ans en un an, au lieu d'apprendre tout seul à la vitesse de ta souffrance. Pose-toi ces deux questions. Combien d'argent et de temps j'aurais pu économiser dans le passé si j'avais fait appel à un mentor? Combien d'argent je perds chaque année à ne pas faire appel à un mentor? Tout le monde a besoin d'un mentor. Maintenant que tu sais avancer plus vite que les autres, éviter les erreurs et t'entourer des bonnes personnes, il te manque la compétence numéro 1 du business. Ce qui nous amène au point numéro 6, comment vendre. La plupart des entrepreneurs vendent mal, pas parce qu'ils ont un mauvais produit, mais parce qu'ils vendent le quoi. Le quoi, c'est ton produit, ton service, tes modules, tes heures, tes fonctionnalités. Et ton client, il s'en fiche. Ce qu'il achète vraiment, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est la transformation, le résultat, l'émotion, l'identité future, la version de lui qu'il veut devenir. On ne vend jamais le quoi, on vend toujours le pourquoi. Je te donne un exemple simple. Tu n'achètes pas un programme de sport. Tu achètes un corps plus léger, plus fort, plus confiant. Tu n'achètes pas un coaching business. Tu achètes de la liberté, du contrôle, de la clarté. Tu n'achètes pas un logiciel. Tu achètes du temps gagné et du stress en moins. Le produit est le quoi. La transformation est le pourquoi. La règle, ton client n'achète pas ce que tu fais. Il achète ce qu'il va devenir grâce à ton produit. Si tu parles de modules, fonctionnalités ou outils, tu vends le quoi et tu perds. Si tu parles du résultat, du changement, de la nouvelle réalité du client, tu vends le pourquoi, tu gagnes. Je te donne un exemple concret. Entre dire « je vends un programme de 8 modules » et dire « je t'aide à créer le corps de tes rêves et à tirer l'âme sœur en 4 mois », la différence est énorme. Le premier vend un quoi, le second vend un pourquoi. Et c'est toujours le second qui gagne.
Donc vas-y, écris maintenant ces 2 phrases. Numéro 1, le quoi, ce que tu vends concrètement. Et 2, le pourquoi, ce que ton client devient grâce à toi. À partir d'aujourd'hui, tu parles 90% du temps du pourquoi et seulement 10% du quoi. À présent, parlons de la règle des 3 étapes pour conclure une vente. La vente n'est pas compliquée. Les gens la compliquent. En réalité, il existe une règle simple. Si ces 3 cases sont cochées, la vente se fait presque toute seule. C'est ce que j'appelle la règle des 3 étapes. Numéro 1, ont-ils vraiment besoin de toi? Pas est-ce que ton produit est bon? Pas est-ce que tu peux les aider? La vraie question est, ont-ils une douleur réelle que tu peux résoudre maintenant? S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vente. Point final. Tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour diagnostiquer. Numéro 2, vous appréciez-vous? La vente est émotionnelle. Si la relation ne passe pas, rien ne passe. Le client doit se dire, cette personne me comprend. Je me sens en sécurité. J'ai confiance. Et toi aussi, tu dois te dire, est-ce que j'ai envie d'aider cette personne? Parce que si la relation est mauvaise, le résultat sera mauvais. Numéro 3, croit-il que tu peux les amener là où ils veulent aller? C'est ça le vrai point. Le client doit sentir que tu maîtrises ton sujet, tu sais où tu vas, tu as déjà fait ça 100 fois et tu as un chemin clair. Ce n'est pas la technique qui convainc, c'est ta certitude. Si le client croit que tu peux l'aider, il achète. La règle, c'est besoin, relation, confiance. Si tu as ces 3 éléments, la vente se conclut naturellement. Pas de forcing, pas de manipulation, juste de la lucidité. Donc à ta prochaine vente, pose-toi ces 3 questions. Numéro 1, ont-ils une douleur réelle? Numéro 2, sommes-nous alignés humainement? Numéro 3, croient-ils que je peux les aider? Si une case manque, ne force pas. Travaille là. À présent, parlons du jeu long. La plupart des entrepreneurs abandonnent leurs prospects trop tôt. Ils envoient un message, un email, une proposition. Si le prospect ne répond pas, ils passent à une autre chose. Erreur monumentale. Les plus gros deals ne se concluent pas en un message, ni en un mois, parfois même pas en une année. Ils se concluent dans le temps. La vérité, un prospect qui ne t'achète pas aujourd'hui peut devenir ton meilleur client dans 6 mois, en 1 an, ou même 5 ans, si tu restes présent. Pas insistant, présent. Pas lourd, visible. Pas agressif, utile. La règle, tu dois penser ton approche sur 9 ans, pas 9 jours. Parce que dans 9 ans, son business aura changé. Ses problèmes auront changé. Son budget aura changé. Sa maturité aura changé. Ses priorités auront changé. Et s'il te voit évoluer, apporter, grandir, tu deviens la personne ou l'entreprise évidente. Le jour où il décide d'avancer. Je te donne un exemple simple. Tu peux envoyer un message tous les 1 à 3 mois, un contenu utile, une mise à jour sur ton business, un conseil court, un partage de résultats, une histoire inspirante, une opportunité qui fait du sens. Pas pour vendre, pour rester dans son radar. Quand il sera prêt, il reviendra vers toi. Et souvent, tu seras le seul qui l'aura gardé en tête. Voilà ce que tu peux faire. Fais la liste de 100 prospects qui n'ont pas encore acheté. Planifie un message utile tous les 60 jours. Pas de pression, juste de la valeur. C'est comme ça que tu construis un pipeline qui ne meurt jamais. Vendre, c'est essentiel, mais vendre sans marketing, c'est comme pêcher sans appât. Si tu veux attirer des clients en continu, sans forcer, sans courir, sans stresser, tu dois maîtriser le marketing. Ce qui nous amène au point numéro 7. Comment marketer son business? Le marketing, ce n'est pas la pub, c'est comprendre ton client. Beaucoup d'entrepreneurs confondent marketing et publicité. Ils pensent que le marketing, c'est poster plus, payer des pubs, faire du bruit. Ce n'est pas ça. Le marketing, c'est comprendre ton client mieux que tout le monde. Et c'est trouver aussi ton product market fit. Parce que quand tu comprends ton client, tu sais quoi dire, tu sais comment le dire, tu sais où le dire et tu sais à quel moment le dire. Le marketing n'est pas un volume, c'est une précision. La vérité, c'est que le vrai marketing, c'est la clarté. La clarté sur qui tu aides, quel problème tu résous, pourquoi c'est urgent, ce que tu fais mieux que les autres, ce qui différencie ton approche. Si ce n'est pas clair pour toi, ce ne sera jamais clair pour le marché. Et si ce n'est pas clair pour le marché, tu devras forcer pour vendre. Et quand tu dois forcer, c'est que ton marketing est faible. Je te donne un exemple simple. Un restaurateur qui dit « on fait un peu de tout » attire personne. Un restaurateur qui dit « on est le meilleur ramen de Paris » remplit son restaurant tous les soirs. Parce que le marché choisit
la spécificité, pas la généralité. Ce que tu peux faire maintenant, écris en une phrase. Je résous ce problème pour ce type de personne avec cette approche unique. Si cette phrase n'est pas limpide, ton marketing ne peut pas l'être. Ce qui nous amène à trouver ton canal d'acquisition principal. La plupart des entrepreneurs veulent être partout. Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, LinkedIn, les pubs, etc. Résultat, ils sont nulle part. Un peu présents partout, mais puissants nulle part. La vérité, tu n'as pas besoin de 10 canaux. Tu as besoin d'un canal qui fonctionne et tu mets toute ton énergie dessus. La règle, ton entreprise décolle le jour où tu choisis ton canal principal. Pas 2, pas 5, 1. Le canal qui t'amène les meilleurs clients avec le meilleur coût, avec le plus de prévisibilité. C'est celui que tu dois saturer, maîtriser, optimiser. Je donne un exemple simple. Certains explosent avec YouTube, d'autres avec les emails, d'autres avec les ads, les pubs. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question d'adéquation. Tu testes, tu regardes ce qui convertit le mieux, et quand tu l'as trouvé, tu creuses profond. Pourquoi c'est vital? Parce que la dispersion tue la croissance. La concentration la multiplie. Un canal maîtrisé bat toujours 10 canaux improvisés. Donc, je t'invite à regarder les 3 derniers mois. D'où viennent tes meilleurs clients? Choisis le canal gagnant et mets-y 80% de ton énergie. Ton marketing va tripler en efficacité juste avec ce focus. Maintenant, tu peux avoir un bon produit, une bonne offre et même un bon marketing. Si tu n'as pas de marque, tu restes interchangeable. Et dans un marché saturé, être interchangeable, c'est mourir. Ce qui nous mène au point numéro 8, construire une marque. La marque, c'est ta vraie valeur, pas ton business. La plupart des entrepreneurs pensent que la valeur de leur entreprise, c'est leur chiffre d'affaires. C'est faux. La vraie valeur, c'est la marque. Tu peux copier un produit, tu peux copier un prix, tu peux copier une stratégie, mais tu ne peux pas copier une marque. Une marque, c'est la perception que le marché a de toi, la confiance que tu inspires, la promesse que tu incarnes, la crédibilité que tu as construite, la cohérence de ce que tu montres. Ton business génère du cash. Ta marque génère de la préférence. Et la préférence, c'est ce qui te rend inarrêtable. Je te donne un exemple simple. Pourquoi Apple peut vendre beaucoup plus cher? Pourquoi Tesla n'a pas besoin de pub? Pourquoi Hermès vend des listes d'attente? Ce n'est pas le produit, c'est la marque. Une marque forte crée moins de négociations, plus de fidélité, plus de marge, plus de facilité à recruter, plus d'opportunités, plus de résilience dans les crises. La marque, c'est ton bouclier et ton accélérateur. La règle, construire une marque, c'est construire un actif qui travaille pour toi, même quand tu dors. Une chose que tu peux faire maintenant, écris en une phrase. Quelle perception je veux que les gens aient de moi ou de mon entreprise dans 5 ans? Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu représentes. Ce qui nous amène à construire un personal brand. Aujourd'hui, un dirigeant sans personal brand, une marque personnelle, c'est un dirigeant invisible. Ton personal brand, ce n'est pas être influenceur, c'est être identifiable. Quand les gens savent ce que tu représentes, tu deviens magnétique. Plus de clients, plus d'opportunités, plus de talent, plus de crédibilité. Mais il y a 2 façons de construire une marque personnelle. Numéro 1, le public. C'est le contenu large, ce que tu publies sur les réseaux, YouTube, LinkedIn, Instagram. L'objectif ici est de montrer qui tu es et attirer les bonnes personnes. Le public, en gros, c'est la vitrine. Puis, numéro 2, la niche. C'est ton expertise profonde, ce que tu sais faire mieux que 99% des gens. C'est ce qui te différencie, ce qui te rend incontournable pour une cible précise. La niche, c'est ton aimant. La règle, le public te donne l'audience, la niche te donne l'autorité. Les 2 ensemble créent ta marque personnelle. Visible plus crédible égale incontournable. Je te donne un exemple simple. Un dirigeant qui poste des vidéos inspirantes, partie publique, attire des gens. Un dirigeant qui montre ses process, sa méthode, ses résultats, partie niche, attire des clients. Les 2 combinés créent une marque personnelle puissante. Donc, je vais t'inviter à écrire 2 phrases. Première, c'est public. Voici ce que je suis, ce que je représente. Numéro 2, la niche. Voici ce que je maîtrise mieux que la majorité. Ce duo construit ton personal brand. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'un business sert seulement à générer du cash. Mais le véritable niveau, le niveau que presque personne n'atteint, c'est construire une entreprise qui peut se vendre. Parce que le jour où tu peux vendre ton entreprise, tu n'es plus dans le business, tu es dans le patrimoine. Ce qui nous amène au point final,
comment vendre son entreprise. Vendre son entreprise, ce n'est pas mettre une annonce sur Internet en espérant qu'un investisseur tombe dessus. Vendre son entreprise, c'est construire un actif qui tourne sans toi, qui fait du profit sans toi, qui continue à croître même quand tu n'es plus là. Et très peu d'entrepreneurs y arrivent parce que leur entreprise repose encore trop sur eux. Ils sont la colonne vertébrale, le cerveau, le moteur, le pompier, le gardien de la mémoire, la personne qui débloque tout. Et quand c'est toi le business, il n'y a rien à vendre. Un acheteur n'achète pas ta charge mentale. Il n'achète pas ton stress, il n'achète pas ta présence obligatoire, il n'achète pas toi. Il achète un système. Une entreprise vendable commence par une équipe autonome. Un investisseur pose toujours la même question. Est-ce que ce business fonctionne sans le fondateur? S'il doit être là 5 jours par semaine pour prendre les décisions, régler les problèmes, mettre de l'ordre, motiver les troupes, alors ce n'est pas un actif, c'est une dépendance. Un business qui se vend est un business où chaque personne a un rôle clair. Les décisions sont réparties, l'équipe sait gérer le quotidien, les résultats ne dépendent plus du fondateur. Plus ton équipe est autonome, plus ta valeur de revente monte. Aussi, il faut des process clairs, documentés et appliqués. Un investisseur n'achète pas comment tu fais, il achète la certitude que ça continuera de fonctionner après toi. Cette certitude vient des process. Des process pour l'acquisition, la vente, la livraison, la finance, le recrutement, les opérations. Une entreprise sans process égale chaos, dépendance et risque. Et donc, ça veut dire faible valeur. Une entreprise avec process égale prédictabilité, stabilité, croissance. Et donc, ça augmente la valeur. Tu veux augmenter la valeur de ton entreprise? Documente ton savoir. Sors ta compétence de ta tête. Crée un mode d'emploi de comment les choses se passent dans l'entreprise. Et crée des process dans un système que n'importe qui peut appliquer. C'est ce qui transforme un business artisanal en véritable machine. Maintenant, une marque forte multiplie la valeur de revente. Un investisseur ne veut pas acheter une entreprise qui doit se battre à chaque vente. Il veut acheter une entreprise qui possède une préférence de marché. Cette préférence, c'est la marque. Une marque forte, c'est plus de clients qui viennent naturellement, moins de négociations, plus de fidélité, plus de marge, plus de sécurité face à la concurrence, plus de stabilité même en période de crise. Apple, Tesla, Hermès, leur secret n'est pas le produit, c'est la marque. Et c'est pareil pour toi à ton échelle. La marque, c'est ce qui augmente par 2, par 3, jusqu'à 10 fois la valeur d'une entreprise lors d'une vente. Parce que la marque, c'est ce que tu laisses derrière toi. Ce qui m'amène maintenant à une clientèle idéale bien définie. Un acheteur veut savoir à qui tu vends, pourquoi ses clients t'achètent, pourquoi les resterait après la vente et surtout, est-ce que ce marché est durable. Plus ton positionnement est clair, plus ta clientèle est fidèle, plus ton business vaut cher. Une clientèle large égale beaucoup de risques. Une clientèle précise égale une machine prévisible. Ce qui m'amène à un modèle économique simple et rentable. Un business compliqué est un business invendable. Un business simple est un business qui se vend cher. Un investisseur achète des marges stables, un modèle compréhensible, des coûts prévisibles, une croissance reproductible. Simplifier ton modèle augmente ta valeur. Ce qui m'amène à avoir une preuve de stabilité. Des chiffres, des marges historiques. Les investisseurs veulent des faits. 3 ans d'historique, marge constante, clients récurrents, coûts maîtrisés, croissance progressive, faible dépendance à une personne ou à un canal. Tu ne vends pas des promesses, tu vends un historique. Et plus il est clair, plus tu peux vendre cher. La vérité finale, tu ne construis pas une entreprise pour la vendre. Tu construis une entreprise comme si tu devais la vendre. Parce qu'un business vendable est un business plus stable, plus rentable, plus autonome, plus confortable, plus scalable. Même si tu ne vends jamais, le jour où tu veux le vendre, tu n'auras pas besoin de chercher des acheteurs. Ce seront eux qui viendront à toi. Si tu regardes encore, c'est que tu fais partie de cette minorité d'entrepreneurs qui veulent avancer plus vite que les autres. Et tu viens de parcourir en quelques minutes ce que j'ai mis 23 ans à comprendre, à tester, à échouer, à corriger, à maîtriser. Tu sais maintenant comment démarrer sans argent, comment gagner dans un marché saturé, comment penser long terme, comment créer des systèmes, comment attirer les bonnes personnes, comment vendre, comment marketer, comment construire une marque et comment bâtir un business qui peut se vendre. Ça, c'est la vraie liberté. Pas le chiffre d'affaires, pas les likes, pas l'agitation. La liberté, c'est quand ton business tourne, grandit et se renforce, même quand tu n'es pas là. Et si tu veux aller plus loin,
Et si tu veux comprendre les leviers qui peuvent littéralement faire exploser ta croissance dans les prochains mois, je t'invite à aller regarder cette vidéo que j'ai mis juste ici. C'est la suite logique, elle va t'aider à aller au niveau d'après sans perdre 10 ans, sans brûler ton énergie et sans répéter les mêmes erreurs. On se retrouve là-bas.